Bonjour tout le monde, bienvenue au rendez-vous des managers. Aujourd'hui, on a avec nous Rafi Patanian et on va parler de accompagnement entrepreneurial. Bonjour Rafi, Bonjour, Morta. ça va bien? Ça va et toi? Oui, super bien. On commence direct. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de te présenter en fait, et nous parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial? Oui. Bon, je me présente d'abord. Donc, je suis Rafi Patagnan. Je suis actuellement VP au développement des affaires dans un cabinet juridique. C'est une entreprise boutique qui travaille dans le droit corporatif et dans le droit de l'immigration principalement. Et nous avons aussi une agence de recrutement à l'international, donc une filiale qui s'appelle Paraf, ressources humaines, et donc qui travaille dans le recrutement à l'international. Ouais, super. Mais c'est quoi donc, si on revient aux bases, c'est quoi qui vous a poussé à aller dans l'entrepreneuriat? Euh, ouais, bon, écoute, mon parcours n'est pas classique là parce que en fait je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc moi j'ai débuté ma carrière dans une entreprise familiale en partant. Donc bon, moi c'était mon papa, hein, c'est pas compliqué. Donc Mhm. ça a commencé comme ça. Puis c'est une entreprise que j'ai dû prendre en main moi-même par après. Je suis devenu le DG de cette entreprise avant de quitter le Liban et de venir au Canada. Donc, l'entrepreneuriat, tout ça pour dire là que l'entrepreneuriat était dans la maison, tu sais, c'était un peu partout dans mon environnement. Donc, j'étais immunisé déjà en partant envers l'entrepreneuriat. Mhm. Arrivé au Canada, évidemment, au début, non, j'ai été employé là, j'ai travaillé dans des entreprises comme gestionnaire, dans plusieurs types d'entreprises. J'ai changé de domaine, donc j'ai fait du retail, j'ai fait de la finance, j'étais directeur de succursale dans une institution financière, etc. Puis, quand j'ai senti que j'étais prêt de retourner à mon premier amour, ben, on a relancé, on avait entre-temps lancé le cabinet juridique, Mhm. donc avec ma conjointe. Mhm. Et là, on a senti qu'on était prêt à le prendre à un autre niveau. Puis là, j'ai quitté mon emploi, puis je me suis joint à ma conjointe et nous avons parti aussi en parallèle la deuxième entreprise. OK. Mais c'était quoi les premières étapes lorsque, j'imagine que pour commencer, ça a commencé d'une idée, mais c'était quoi les premières étapes que vous avez entrepris pour lancer votre entreprise? Écoute, dans notre cas, nous sommes une entreprise de service, OK? Donc l'entrepreneuriat, là, premièrement, c'est un mot très, très large. Mhm. Et ça peut être très différent selon le type d'entreprise que tu veux lancer, là. Ouvrir une pizzeria, disons, Mhm. ou ouvrir une firme de consulting ou un cabinet d'avocats, c'est pas nécessairement le même thinking, c'est pas nécessairement la même chose. Tout ça rentre sous le parasol de l'entrepreneuriat, mais c'est pas la même chose. Mais nous, dans notre cas, vu que c'est une entreprise de service, la première chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est de développer des liens de confiance avec ce qu'on appelle des centres d'influence, des COI. Donc, des centres d'influence, des gens avec qui on peut se référer mutuellement de la business, où il y a des intérêts communs, où il y a des clients communs qui auraient besoin des services complémentaires entre les services juridiques, disons, et des services comptables, des services de consulting et autres. Mhm. Donc, en Donc, fait, essayez de voir un petit peu l'écosystème de la compagnie que vous allez démarrer. exactement, et voir quels sont les joueurs à côté et comment tu peux lancer ton entreprise le plus vite possible. Parce que l'idée, c'est, ben, oui, le bouche à oreille, tout ça, mais pour avoir du bouche à oreille, ben, il va falloir que tu puisses avoir de la visibilité. Pour avoir de la visibilité, il va falloir créer des partenariats, etc. Mhm. Donc, dans notre cas, vraiment, vu que c'est une entreprise de service, c'était le gros focus au début. Puis, la deuxième chose qui est venue avec, c'était la planification financière de ces étapes-là. Parce que, bon, on est une famille, on a 3 enfants, etc. Donc, il fallait qu'on s'assure que, bon, il y a pas d'angle mort de surprise financière rapide, disons, Mhm. qui pourrait faire tomber le projet à l'eau. Donc, c'était vraiment aux deux niveaux, niveau marketing, contrairement peut-être à un autre type d'entreprise. Dans notre cas, on n'a pas fait des campagnes publicitaires, on n'a pas fait de la visibilité dans le sens du marketing visuel, etc. Mhm. C'était vraiment du marketing
de visibilité, de partenariat et De réseautage, de en fait. réseautage, effectivement. Mais dans ce cas-là, au fait, ça serait quoi, j'imagine dans votre cas ou pour n'importe quel entrepreneur qui commence, qui a, qui a une famille derrière lui ou qui c'est un jeune qui commence, qui sort juste de l'université, qui veut commencer, en entrepreneuriat, ça serait quoi les choses les plus importantes qu'il doit, heu, qu'il doit avoir en perspective avant de commencer? Je sais que la ligne est peut-être très, très fine entre les choses importantes et les choses que tu prévois au démarrage, mais est-ce qu'il y a une différence entre les 2? Effectivement, écoute, moi je pense que l'erreur commune qu'on fait dans l'entrepreneuriat, que beaucoup de gens font dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils ne prennent pas le temps nécessaire pour mûrir les idées dans leur tête. Mmh. Et c'est très impulsif généralement, c'est très émotionnel, c'est très impulsif. On a une idée, puis on tombe en amour avec ces idées, puis on part là-dessus. Tandis qu'en réalité, la démarche peut être beaucoup plus scientifique et structurée. Ok. Mmh. Et puis si on veut parler de structure, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan, puis le plan doit être un plan stratégique. Donc, il ne suffit pas de dire euh, oui, je suis un excellent cuisinier, ma pizza est très très bonne, je vais lancer une pizzeria. C'est pas ça l'idée là, tu Ouais. vois? Oui, c'est bon, bravo, parfait, tu as une pizza qui est succulente, mais, mais en fait, tu as besoin d'un plan, d'une planification stratégique. C'est clair qu'il faut faire une réflexion s'il faut avoir des objectifs, où est-ce qu'on s'en va, il faut avoir une feuille de route, comment on va s'y rendre, et il faut certainement penser aux moyens pour être capable de se rendre à notre objectif. Donc, ça, c'est en gros, là, on n'est pas en train de faire un cours magistral sur la planification Ouais. stratégique, mais en résumé rapidement, déjà en partant, il faut avoir une belle réflexion là-dessus. Là-dedans, on peut rentrer dans plusieurs autres détails, modèle d'affaires versus plan d'affaires, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à discuter en détail dans une planification, mais le grosso modo, c'est ça. La deuxième chose, c'est la planification financière parce que Mmh. il y a une incertitude. On est en train de lancer une entreprise. Bon, si on était employé et on passe à ça, bon, il y avait un revenu. Ce revenu va être maintenant soit inférieur, soit supérieur, mais variable. Tous les mois ne se ressembleront plus. Donc, il y a quand même des choses, des imprévus. Donc, il faut avoir une planification financière là-dessus. Au niveau personnel, Mmh. OK? Donc, il faut avoir ce qu'on appelle un coussin, mais aussi au niveau de l'entreprise. Parce Mmh. que l'entreprise aussi a besoin d'argent, elle a besoin de capital. Mmh. Puis c'est possible que pendant quelques mois, parfois, elle ne génère pas nécessairement assez d'argent pour qu'elle puisse rouler. Donc, il y a deux volets de planification financière qui sont très, très importantes. Puis Mmh. ce que je trouve que beaucoup, énormément de gens laissent tomber, c'est l'accompagnement. Puis Mmh. ça, c'est un aspect majeur quand on se lance en entreprise parce que malheureusement, il faut, il faut absolument consulter des experts dans les différents domaines. Euh, si je prends l'exemple des gens qui passent de l'emploi à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, donc ils se lancent en entreprise, des choses sont très différentes. Au niveau fiscal, les impôts, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance une entreprise personnelle? Est-ce que je m'incorpore? Oui, non, pourquoi? Quels sont les avantages et les inconvénients? Est-ce que je loue tout de suite un local? Non, je pars l'entreprise de mon sous-sol. Le oui, le non, le pourquoi, et ce qui vient avec. Et quand je loue un sous-sol, disons un local au centre-ville, un petit bureau, est-ce que je lis moi-même mon bail? Est-ce que je consulte un avocat Mmh. qui est une expertise en bail commercial? Est-ce que je m'assure que je ne vais pas tomber entre deux cracks par après? Puis j'ai des exemples à n'en plus finir sur des erreurs communes qui ont été commises. Et, euh, et les gens ne se rendent pas compte de l'importance, malheureusement, de l'accompagnement juridique, comptable et même parfois du consulting si nous n'avons pas les outils nécessaires et les connaissances nécessaires pour mettre en place ce modèle d'affaires. Donc ça, c'est un Mmh. autre type de consulting. Donc, pour moi, vraiment, la planification stratégique, la planification financière et l'accompagnement sont des incontournables. La liste est beaucoup plus longue là, mais pour aujourd'hui, je pense que c'est assez.
Il y a des termes, en fait, qui se ressemblent, qui portent un petit peu la confusion entre accompagnateur, mentor, incubateur de start-up. C'est que ça serait quoi, en fait, la différence entre... Effectivement, il y a tout un jargon qui vient avec ça. Si on fait ça rapide, là, les incubateurs, c'est vraiment des gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans une entreprise. Puis généralement, ça doit être une idée, tu sais, vraiment hors du commun ou dans des domaines vraiment, je sais pas, disons l'intelligence artificielle. Et encore, il faut avoir quelque chose de vraiment out of this world. Mhm, Et rêver que je vais finir par trouver un incubateur, là, pour moi, il faut être un peu plus réaliste, il faut reculer, il faut se mettre un plan qui fonctionne, puis par après, si tu trouves quelqu'un qui va jeter des millions avec toi, puis let's go, ça va être un bon bonbon, mais on ne se mhm, base pas là-dessus. Le mentorat et l'accompagnement sont très différents, en fait. mhm, Vraiment différents, puis chacun d'eux a son rôle et le rôle il y a de grosses divergences. Le mentorat est excellent. Nous, on a utilisé ce type d'accompagnement, en fait. Et, euh, et je peux te dire que nous, on a ressenti qu'au début, oui, c'était intéressant. Avec le temps, maintenant, c'est devenu beaucoup plus pointu. Donc, de temps en temps, le mentorat, c'est un genre de je pensais à voix haute avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a vécu ça avant moi. Et ça te pousse à faire de belles réflexions et ça te challenge et ça challenge ta pensée. Et cette personne-là, ton mentor, si c'est un mentor qui est expérimenté dans ton domaine, ben, il va te mettre des angles morts, des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Puis ça va pousser la réflexion. Puis c'est excellent, vraiment excellent mhm, parce que veut pas, quand on pense à deux, à trois avec des gens d'expérience, ça aide beaucoup à ouvrir des horizons de la pensée. L'accompagnement, c'est vraiment professionnel. mhm, Quand moi je parle d'accompagnement, moi je parle que tu veux te lancer en entreprise, tu rencontres un comptable, préférablement un CPA, et tu passes avec lui à travers tout ce qui vient avec, la fiscalité et autres, quelle est la bonne stratégie à regarder, pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on ne fait pas ça comme ça. Il y a plusieurs façons de faire. mhm, Tu rencontres ton avocat qui est spécialisé en affaires, tu discutes avec lui, est-ce qu'il y a des partenaires avec toi? Est-ce que c'est une entreprise qui a deux, trois personnes? Oui, non. Quel est le statut de chacun? Est-ce qu'on fait une convention en actionnaire? On ne fait pas de convention? Oui, non, etc. Il y a beaucoup de choses. Puis mhm. après ça, ben oui, je vais engager des gens. Est-ce que tu vas faire signer un contrat de travail? Est-ce que tu vas faire signer un non-disclosure? Etc. Donc, les professionnels, l'accompagnement professionnel, c'est des gens qui vont vraiment euh, te donner une liste de choses, encore une fois, des angles morts, mais ça va être vraiment dans leur domaine spécifique Mhm. parce qu'ils sont des experts là-dedans. Exact. Versus le mentor, c'est plus Stratégique. stratégique, tu sais, c'est de mûrir les idées avec le mentor. Avec ton mentor, tu vas mûrir. Oui, il va te lancer des trucs, mais Ouais. en principe, le mentor va te dire, ben, il faut qu'on consulte un avocat sur ça. Il faut qu'on consulte un CPA sur ça. Mais le mentor, en principe, c'est pas lui qui va te dire c'est quoi, qu'est-ce qui est, il n'est pas un CPA lui-même nécessairement, il n'est pas avocat lui-même nécessairement, il n'est pas nécessairement, je sais pas, un expert en marketing lui-même nécessairement. C'est quelqu'un qui s'est lancé lui-même en affaires avant toi et probablement qui a consulté lui-même avant toi. Et l'erreur commune, c'est que de penser que la consultation qui vaut pour un vaut pour l'autre, ce qui n'est pas vrai. Ouais. Alors qu'un incubateur, ça serait plus la partie financière, là. Ça serait plus Effectivement, amener la compagnie, plus investir dans la compagnie pour que ça accélère un petit peu. effectivement. Mhm. Je Effectivement, comprends. l'incubateur, c'est vraiment de l'argent, mais encore une fois, le mot incubateur, c'est un mot très grand, hein. Mhm. C'est pas commun. Par contre, on n'a pas nécessairement toujours besoin d'un incubateur. On a ce gros titre-là, Mhm. parce qu'il y a des programmes dans plusieurs institutions financières, puis on ne Ouais. va pas faire maintenant de la publicité, Mhm. mais il y a des programmes pour financement de start-up et autres. Donc, si on a des plans bien faits, un modèle d'affaires bien fait, si on a bien consulté, on a pris le temps, on n'a pas toujours besoin d'avoir la totalité du capital requis pour tout le projet. Mhm.
Mais se lancer en affaires avec 2000 $ dans un compte de banque, c'est peut-être pas réaliste non plus. Voilà. Mais c'est pas toujours nécessaire d'avoir peut-être 200 000 ou 300 000 ou 400 000. Ouais. Voilà. Donc, il y a des programmes pour start-up. Pas besoin d'utiliser le mot incubateur. Ça peut être tout simplement un loan, un crédit dans une notion financière qui est mise en place par l'institution elle-même pour ce type d'entreprise. Parfait. Maintenant, on va aller plus vers un volet un peu plus technologique. Mettons que je suis un entrepreneur qui vient de me lancer et que je voudrais justement faire ce que tu avais commencé à faire au début, là, c'est réseauter, Mhm. essayer d'élargir un petit peu Mhm. ton réseau professionnel. Euh, Ça serait quoi, en fait, l'importance des réseaux sociaux? Comment tu penses que les réseaux sociaux, présentement, dans notre monde d'aujourd'hui, et l'impact qu'ils ont, en fait, sur le développement de ton réseau professionnel, en fait? Moi, honnêtement, mon avis personnel sur les réseaux sociaux, c'est que c'est un outil, c'est un excellent outil, OK? Mhm, C'est probablement l'outil le plus rapide, OK, pour passer l'information d'un point A à un point B. Il n'y a pas plus rapide que ça. Et dans le réseautage, c'est-à-dire si je dis le nom d'une entreprise XYZ, bon, c'est visuellement que j'entends parler de cette entreprise, c'est sûr que les réseaux sociaux sont un des moyens les plus rapides mhm, pour que ça me dise quelque chose. Par contre, je suis un, je suis un fanatique de ce qu'on appelle il faut serrer la main à quelqu'un. Et je pense que euh, malgré l'importance des réseaux sociaux, pour être référé par un autre professionnel, ce professionnel-là est en train de mettre sa propre crédibilité sur la table. mhm, Okay? Il est en train de t'envoyer son client qui lui fait confiance. Et ce n'est pas un point à négliger. Et que ce professionnel te réfère parce qu'il t'a vu 2 fois sur LinkedIn et 2 fois sur, je ne sais pas, Instagram, c'est pas nécessairement une bonne idée. Et il va pas le faire parce qu'il ne te connaît pas. Alors, à côté des réseaux sociaux, il faut créer des relations personnelles avec les gens ou les entreprises mhm. ou les professionnels ou les organismes ou, tu sais, ça peut être beaucoup de choses. Le réseautage, c'est pas nécessairement des personnes parfois. Ça peut être des partenariats avec des organismes et autres. Ces gens-là doivent te connaître et ils vont référer, believe it or not, ils vont référer ta personne. Mhm. Ils, ils vont référer ta personne. La plupart du temps, le service que tu offres, tu n'es pas le seul à l'offrir. Ouais. Mais tu es le plus euh, sympathique, tu es le plus rejoignable et Mhm. tu es compétent. Mais ça prend quand même une relation personnelle. Et c'est vrai que peut-être que cette relation-là, elle sera beaucoup plus longue à développer via un réseau social que si tu rencontres la personne en face à face, là, ça sera beaucoup plus facile de créer ce lien émotionnel, en fait. Effectivement, puis, tu sais, qu'on le veuille ou pas, on est tous des humains. Puis quand tu rencontres des gens, il y a toujours une vibe. Ouais. Et il y a toujours quelque chose qui se passe. Tu sais, il y a une sympathie, il y a quelque chose, puis ça aide beaucoup. Puis l'autre chose qu'il faut faire, c'est entretenir ces relations. Donc le réseautage, il Mhm. semble simple. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le réseautage, c'est aller dans un 5 à 7, boire une petite bière, puis discuter avec 2, 3 personnes. Mhm. C'est le fun, c'est intéressant, c'est bien, c'est parfait. Mais si on fait le bilan de ça, on va voir que pendant une année, on est allé 17 fois, des 5 à 7. Ça Mhm. a ramené zéro business ou 0,1. OK? Par contre, dans un de ces réseautages, tu vas faire la connaissance de quelqu'un avec qui tu as des intérêts mutuels. Donc, c'est un win-win et ça, c'est l'autre aspect. Mhm. Ça, c'est l'autre aspect du réseautage dans lequel il faut toujours que tu ailles au réseautage et pas en pensant qu'est-ce que je vais aller chercher, mais en pensant qu'est-ce que je vais aller donner. Mhm. Parce que les gens qui vont vouloir
devenir tes partenaires, c'est les gens qui vont voir et sentir qu'il y a un win-win, que c'est gagnant pour les deux parties. Eux aussi, ils sont là pour la même raison, en fait. C'est pas parce Mhm. qu'ils n'avaient pas envie d'écouter un match de hockey ou de soccer, là. Mhm. S'ils sont là, s'ils sont présents, c'est parce qu'eux aussi ils développent leur business. Alors, qu'est-ce que je suis prêt à leur donner? Qu'est-ce que je peux leur donner? Qu'est-ce que je peux leur offrir? Puis consolider ces relations, puis garder un certain contact. Parce que les gens, on s'oublie, hein. Exact. À la fin, à la fin, je connais 10 000 personnes, mais telle personne, ça fait 2 ans que je ne lui ai pas parlé, l'autre 3 ans, je n'ai pas parlé. Il- c'est plus dans ses réflexes. Aussitôt que quelqu'un lui dit, ah, connais-tu quelqu'un, j'ai besoin d'un contrat, il faut que ça clique. Oh Mhm. oui, Rafi, tout de suite. Il faut que contrat égale Rafi dans sa tête. Exact. Mais si ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas parlé, c'est difficile un peu. Mais je pense que cette partie-là, elle est un peu, justement, pas prise en considération parce que les gens, ils vont dans des 5 à 7, ils vont dans des soirées de réseautage, mais leur seul indicateur de performance par rapport à ça, c'est le nombre de personnes qu'ils ont ajoutées Et après, après cette rencontre, alors que ça devrait pas être ça du tout, du tout. du tout, effectivement, c'est parce qu'ils reviennent toujours avec une liste de dire, oh, j'ai rencontré 20 personnes. Parfait, c'est très bien. Ouais, C'est parfait. Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? exact. C'est ça la question, la vraie question. Mhm. OK, c'est quoi le profil de ces 20 personnes? Qui de ces 20 personnes, tu es capable d'avoir un win-win? Et je parle de win-win tout le temps. Mhm. Ça peut pas être un one-way ticket. Les gens vont tranquillement s'éloigner de toi. S'ils sentent que tu es un taker et pas un giver, ils vont pas garder la relation avec toi. Absolument. OK. Alors, des vins à qui je peux moi-même aussi donner une valeur ajoutée, et je sais qu'ils ont de quoi à me donner en valeur ajoutée, et là, on va consolider la relation, et là, on va faire des one-to-one avec ces personnes-là. On va s'asseoir ensemble, on va prendre un café à deux, en personne, pas un Teams, dans mon livre à moi, pas un Teams, un café à deux, on va discuter, on va prendre des notes, et on va se donner un rendez-vous dans 3 à 6 mois. Mhm. Et on va garder cette relation et on va la bâtir, on va commencer à se référer. Puis c'est comme ça qu'on va monter d'un cran. Maintenant, une fois que la base est bien faite, les entrepreneurs verront que par après, les choses roulent tout seuls. Puis il y a un de tes partenaires qui va lui-même te référer à un autre partenaire parce que lui-même, il a fait connaissance avec quelqu'un. Mhm. Puis j'ai un gars là en marketing, il est super, je vais te le présenter, etc., etc., etc. Puis tu vois, Le bouche à puis oreille. oui, mais de bouche à oreille maintenant, de réseautage. Exact. On ne parle pas de client, de client final. On parle de COI, de centre d'influence. Mhm. Et tu vas voir que ton réseau de référencement et ta notoriété dans le réseau professionnel va tranquillement prendre de la place et va tranquillement monter. Mhm. Et la business va commencer à venir de plusieurs sources. Et c'est là que l'entreprise va démarrer comme il faut. Intéressant. Intéressant. Donc là, on essaie tout le temps de se mettre dans les premiers mois là, de la création d'une entreprise. Des fois, au fait, et ça, c'est un aspect un peu critique, c'est comment tu bâtis ton équipe, la première équipe qui devrait être performante, sachant que, tu sais, on est dans un monde qui est assez volatile en termes où on a un turnover qui est assez important, où les gens, surtout la nouvelle génération, ils ont envie d'essayer plein de différentes jobs, plein de différentes choses avant c'est de savoir où ils veulent se spécialiser. Donc, dans tout ce contexte-là, si on ajoute à ça peut-être une pénurie de main-d'œuvre, une population vieillissante, donc comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, on se lance avec une telle incertitude? C'est une excellente question, Morta. Pour commencer, là, il faut... j'ai vu une statistique qui disait qu'à partir de 2026, au Québec, il va y avoir plus de mortalité que de natalité infantile. C'est quand même un indicateur assez intense.
Donc, la Mhm. population va commencer officiellement à décroître au lieu de stagner. Et par conséquent, j'arrive de ce concept général pour dire que, effectivement, la pénurie de main-d'œuvre ou le besoin en main-d'œuvre, si ce n'est pas une pénurie nécessairement dépendant du cycle économique, là, ça peut être une pénurie à certains moments, ça peut être un peu moins intense à d'autres moments. Mais cet aspect-là des affaires ne disparaîtra pas. Pour moi, pas pendant des années et des années. Mhm. Et c'est tout un challenge, effectivement. Un. Deux, quand on se lance en entreprise, c'est pas toujours facile de changer de chapeau. C'est-à-dire que on était nous-mêmes employés, généralement, je parle. Et si on était étudiant, c'est encore pire, là, c'est encore moins d'expérience. Mais si on était employé, disons, cadre, même si on était cadre, donc oui, on gérait une équipe, etc. Mhm. Mais reste que, bon, je vais être blunt, OK? On va dire les choses telles quelles. Mhm. Si le gars n'était pas le plus performant au monde, la perte ne sortait pas de ma poche directe. Mhm. On se comprend là-dessus. Ouais. OK? C'était l'entreprise qui prenait la perte. Et moi, comme gestionnaire, je faisais ce que j'ai à faire là-dessus. Bon, je prenais les mesures nécessaires, mais c'est pas mon compte de banque qui Ouais. était directement affecté. Puis je vais pas vous dire, for a fact, que quand c'est ton compte de banque qui est affecté, Ouais. ça change toute la perspective. C'est sûrement une autre façon de voir les choses parce que là, ta frustration est à un autre niveau. Donc, apprendre à gérer tout ça, apprendre à gérer ses émotions, Mhm. apprendre à respecter les lois de travail, etc., malgré que maintenant, on est une entreprise, on vient de lancer, on a des problèmes financiers, mais sûrement parce qu'on ne fait pas des millions dès le début. En plus, je viens d'engager deux jeunes qui, d'après moi, au moins, ne font pas grand-chose, etc. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup de pression. Mhm. Il faut apprendre à composer avec. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Ça fait partie de ce qu'un entrepreneur, des challenges continus dans la vie d'un entrepreneur, qui sont les RH. Et Mhm. ça ne disparaît pas. Maintenant, il y a des façons pour, dans les RH aussi, il y a du consulting RH. Et il y a des façons pour ne pas mater les gens et les changer, mais les amener là où on veut les amener. Et Mhm. là aussi, tu sais, dans la planification stratégique, tantôt, je t'ai dit, la liste est longue, en fait, du consulting et d'accompagnement. Ouais. Et les RH en est une, en fait. Ben, on ne pouvait pas citer Exact. tous les aspects, mais les RH en est une. Bon, il y a une autre façon de faire, un peu, ça peut aider dans certains cas, et pas nécessairement au début, c'est d'aller chercher des talents d'ailleurs. OK? Des gens qui Mhm. ont déjà de l'expérience ce qu'on appelle le recrutement à l'international. Mais ça aussi, il a à ses propres défis, là. C'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas évident, etc., Mhm. etc. Mais sûrement que le RH est un aspect auquel il faut penser beaucoup et un aspect qu'il faut apprendre à maîtriser. Et c'est dans mon livre à moi, c'est c'est vraiment, ça fait vraiment partie de la courbe d'apprentissage d'un entrepreneur au début de son entreprise. Puis c'est un des piliers majeurs, là. Sont les RH, là, à vivre et composer avec Mhm. le... Avec aussi les lois aussi, parce que tu sais, Absolument. on a aussi, dans le sens, lorsque tu recrutes quelqu'un, on est dans un pays où tu ne peux pas facilement t'en séparer par la suite. Il y a des normes, il y a la norme du travail, il y a des règles à suivre, il y a aussi les mesures disciplinaires. Il faut que ça aille. Tu sais, tu fais une Exact. escalade, il faut monter un dossier, donc tu peux pas, il suffit que la personne dépasse les 3 mois d'approbation. C'est pas aussi facile de t'en séparer. Effectivement. Puis là aussi, on retourne à l'accompagnement. L'entrepreneur, d'après moi, doit absolument avoir une équipe d'experts continuellement avec lui dès le début de son entreprise. Mhm. Ouais. Son avocat, son comptable, ça dépend du type d'entreprise. Parfois, les RH, oui, non. Consulting RH, oui, non. Consulting marketing, oui, non. Parce que là, encore une fois, l'entrepreneuriat est un mot très large. Donc, selon tous les types d'entreprises,
C'est l'importance de un ou l'autre peut varier un petit peu. Mais il doit être entouré comme il faut. Il peut pas gérer solo tous les aspects. Puis la plupart du temps, les grosses erreurs viennent de là. Mhm. Viennent de là. Mais admettons que je suis un entrepreneur, je voudrais lancer mon projet ici, et que malheureusement, bah, la main-d'œuvre d'ici, j'arrive pas à trouver une main-d'œuvre spécialisée ici, que je veux aller chercher ma main-d'œuvre à l'international. Et que je me retrouve en fin de compte avec. Et je pense que je me retrouve avec une loi qui interdit, comme la loi qu'on vient d'avoir au Québec, là, qui interdit ou qui essaie De de mettre limiter. geler pour le moment Ouais. les permis de travail à l'international. Mhm. Ça, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est quelque chose que moi, en tant qu'entrepreneur, j'aurais dû prévoir comme risque au début? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que, tu sais, je peux... Tu sais, on a parlé de planifier, on a parlé de faire des planifications stratégiques, d'essayer de mettre en avant tous les risques possibles, mais tu ne peux pas tout prévoir. Tu ne peux pas tout prévoir. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce genre de situation? Je suis complètement d'accord avec toi. N'importe combien tu planifies et n'importe combien tu penses, il va toujours y avoir des angles morts. Tout le temps. Tout le temps. Et tu vas toujours te remettre sur ton plan et faire une mise à jour. Parce que l'angle mort pourrait tout simplement venir de quelque chose qui est parvenu après ton plan. Mhm. C'est-à-dire, pour simplifier et mettre un exemple, quand j'ai fait ma planification de main-d'œuvre, j'ai fait mes recherches et j'avais pas de problème. J'ai remarqué que, bon, le type de main-d'œuvre que je recherche est disponible. C'est bon. J'ai lancé mon entreprise 3 à 6 mois plus tard. L'économie aussi a commencé à monter. Les choses reviennent en place. L'économie est beaucoup plus forte qu'avant. Et là, tout à coup, les entreprises commencent à s'arracher les employés. Et là, tout à coup, les gens que j'avais engagés à 50 000 reçoivent des offres de 60, 65, 70 000 de compétiteurs beaucoup plus gros que moi qui sont sur le marché. Puis là, je commence à perdre mes gens. Mhm. Puis c'est pas parce que j'ai fait une erreur au début. J'ai pas fait d'erreur au début. Mhm. Mais les choses évoluent et les choses changent. Et effectivement, on doit avoir une capacité d'adaptation. Euh, Là, j'ai pas une réponse one size fits all parce que, bon, ce que le gouvernement du Québec maintenant, la mesure qu'il a mis est une mesure temporaire, c'est une mesure qui touche certains types d'emplois, etc. Donc, j'ai pas la réponse. C'est pas que les permis de travail ont été gelés ad vitam aeternam au Québec, là, c'est pas vrai, là. Mhm. Donc, j'ai pas une réponse spécifique à ta question parce que tout dépend du type d'entreprise et du type de main-d'œuvre qu'on cherche. Mais la possibilité euh, de trouver de la main-d'œuvre à l'étranger existe toujours. Elle existe toujours. Elle est plus restrictive qu'elle ne l'était Mhm. au niveau de ce qu'on peut payer en salaire, etc., type de poste, région, etc., taux de chômage dans les régions et dans les villes principales et les métropoles. Mais elle existe toujours, puis il y a des solutions qui peuvent venir avec. Sinon, si pour le type d'emploi qu'on cherche, le recrutement international n'est pas une option viable pour X, Y, Z raison, ben, il faut composer avec la volatilité Ouais. du marché de main-d'œuvre. Et il faut justement, ça peut changer ta structure de coût parce que tu vas devoir matcher les offres et garder tes gens. Et c'est-à-dire Ouais. augmenter tes coûts. Donc toi, ce que tu préconises, ça serait plus vers un changement ou un virage stratégique de la compagnie dans ce genre de situation. Si vraiment la situation devient euh, critique à un point que le modèle d'affaires maintenant Mhm. est à risque, Mhm. oui, si l'entrepreneur euh, a la capacité dans sa boîte d'outils personnelle, hein, parce que tu vois, Mhm. il n'y a pas de réponse, Ouais. c'est très perso, tout dépend. Si c'est dans sa boîte d'outils personnelle, il a la capacité
d'ouvrir ses horizons, donc de changer un peu de cap dans son modèle d'affaires ou dans son plan d'affaires, ben oui, peut-être que c'est une solution. Puis il va changer Mhm. légèrement de cap ou va ouvrir les horizons, fermer certaines portes, ouvrir d'autres portes. N'oublions pas que la beauté des startups, des PME, c'est le fait qu'ils sont beaucoup plus agiles, Ouais, hein, et énormément plus agiles que les grosses entreprises. exact. Et ça ressemble vraiment, tu sais, au petit arbre versus le gros. Mais le gros, quand les vents poussent trop fort, les racines sont très ancrées, puis il va être arraché, tandis que le petit arbre, parfois, va juste plier avec le vent et il va S'aligner, revenir. ouais. Ouais, et il va revenir. Et effectivement, ça pourrait être une option. Dans certains cas, malheureusement, ça peut Ouais. être carrément de sortir de la game là. Puis, comme on parlait tu sais, avant le podcast, statistiquement, plus que 80% des startups ne réussissent pas. Mais sauf que dans les 20% qui réussissent, il y a des histoires d'une beauté phénoménale. Il y a des success stories Exact. là. Puis c'est ça la partie qui ramène la beauté de l'entrepreneuriat parce que dans les 20%, il y a des success stories qui sont vraiment à boire. Là. Tu écoutes les histoires, puis tu t'imbibes de ça, puis c'est vraiment de très belles histoires. Mais c'est intéressant parce que est-ce que les 20% qui réussissent, est-ce que, mis à part si on met de côté le fait qu'ils ont un bon produit, ils ont ou un bon service, que leur stratégie elle est bonne, est-ce que tu penses aussi que leur succès vient du fait qu'ils ont pu absorber le risque financier les premières années? Ils ont pu absorber le risque financier des premières années, le stress des premières années. Ils ont pu absorber beaucoup de choses. La personne et la solidité de la personne et de l'entourage Mhm. et les réflexions qui sont faites. Les réflexions, là, parfois, on a tendance à penser, ah, je vais faire un plan d'affaires. OK, c'est bon. C'est très bon. C'est primordial. OK, mais c'est un plan d'affaires, c'est mathématique. Mais après ça, peut-être, veux-tu faire un modèle d'affaires avec ça, juste pour voir pourquoi toi, pas juste que les finances fonctionnent, mais pourquoi toi? Pourquoi pour toi et pas un autre? Qu'est-ce que tu donnes de plus? Mhm. OK. Ah oui, c'est pas pire. On fait un modèle d'affaires. Bon, on vient de pousser notre réflexion d'un coup. Puis là, il y a encore des outils qui t'aident à pousser la réflexion encore une fois et dire, OK, non pas seulement mon plan d'affaires, mon modèle d'affaires, mais mon plan personnel d'affaires. Qu'est-ce que moi, comme personne, peut m'affecter comme personne et non pas comme entreprise maintenant? Et, et ces facteurs-là, est-ce qu'ils peuvent mettre l'entreprise à risque? Mhm. Tu vois les degrés de réflexion qu'il y a là-dedans. Puis ça aussi, ça peut être tout un accompagnement. Là. Il y a des gens qui vont aider à pousser la réflexion d'un cran à l'autre. Puis ça se fait pas d'un coup. Là. Ça prend que tu fasses la première étape, puis tranquillement, tu montes. Ouais. Et, euh, et le business model You, là, tu sais, te mettre comme personne là-dedans et non pas juste une entreprise ou une idée. Donc oui, certainement, moi, je pense que les 20% qui ont eu du succès, à part le fait que la qualité du service ou du produit qu'ils offrent, effectivement, parce que ça, c'est un incontournable, là, c'est ce qu'on va vendre. Mais oui, ils étaient prêts aux intempéries Mhm. sur les niveaux personnels, que ce soit dans la perspective d'entreprise ou que ce soit dans la perspective personnelle. Sûrement. Et le financier n'est pas le seul aspect. Les gens, c'est une petite parenthèse, là, les gens ont tendance à penser que quand ils vont travailler à leur compte, ils vont travailler moins. Absolument Bon, pas. absolument pas. Ils vont travailler probablement 2 fois ou 3 fois plus Exact. qu'ils ne le faisaient. Ouais. Voilà. Mais en parlant de succès, ça serait quoi, en fait, moi, en tant que gestionnaire dans le domaine manufacturier, si on a des KPI, Mhm, on a des indicateurs pour justement mesurer la performance de mhm, l'usine. mhm. Ça serait quoi pour un entrepreneur, ces indicateurs-là? Ça serait quoi, en tout cas pour une start-up ou même pour une compagnie qui a
en début, on va dire, de maturité, ça serait quoi les indicateurs à Honnêtement, suivre? les indicateurs à suivre, à mon avis, dans une startup, sont moins clairs que les indicateurs classiques, les KPI classiques dans une entreprise établie. Mhm, Euh, Parce que, veut pas, un indicateur requiert une statistique. mhm. Ça prend des chiffres. Ouais. C'est pour dire, est-ce que j'ai évolué ou j'ai baissé, ben, il va falloir que j'ai un benchmark avant. Et quand il y a une startup, il n'y en a pas de benchmark. La benchmark, c'était Mhm. ton objectif, ta planification. Puis c'est ça ton KPI réel. Que tu le veuilles ou pas au début, tu vas planifier, et tu vas penser, tu vas dire, bon, on va s'amuser, là, on va parler de pizza. Mhm. Il faut que je vende 30 pizzas par jour pour avoir mon break-even, etc., etc., etc. Voilà, voici mon objectif. Est-ce qu'il y a assez de trafic à côté de mon resto? Oui, je pense que je suis capable de faire ça, tatati. Bon, ça, c'est ton KPI. Mhm. C'est extrêmement théorique. Puis, ça se peut que tu pars ton resto, puis là, 2 semaines plus tard. Puis ça m'est arrivé, moi, personnellement. Moi, j'ai été engagé à un moment donné dans un magasin comme gestionnaire de commerce de détail. Mhm. Puis je discutais avec dans le temps, mon directeur de district. Puis je lui dis, ben, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire comme performance ici? Il dit, oh, on a probablement 12, je pense, c'était 12 magasins similaires dans le centre-ville de Montréal, plus ou moins. Les autres sont un peu plus petits. Ben, d'après moi, tu vas faire un chiffre d'affaires, disons, comme les autres, peut-être avec un 10% de plus. OK. OK? C'était vraiment Grossier. de mon boss, là. OK? Ouais. Mon boss pensait, et c'est pas mon boss qui le pensait, c'est son boss qui le pensait aussi, parce que cette conversation avait eu lieu au siège social avant que moi je pose la question. Puis c'était le forecast de l'entreprise. Puis là, j'avais fait des comparables avec d'autres magasins. Ah, ben, ça prend 3 caissiers, c'est amplement suffisant de telle heure à telle heure, etc. Puis on avait fait Mhm. la planification de main-d'œuvre, Ouais. etc. Tout ça sur le forecast. Le magasin est nouveau. Il Mhm. va ouvrir la porte. OK? On a ouvert la porte avec 3 caissiers. 2 heures plus tard, j'avais un line-up dans le hall dehors. C'était un magasin dans un centre commercial. La ligne a fait le S, est sortie du magasin. Les gens étaient dans un line-up dans le centre commercial. Wow. Et là, mon boss est arrivé, puis il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben, j'ai 3 caissiers. On a planifié 3 caissiers. Il me dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, ben, je sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Ouais. En principe, on avait besoin de 3 caissiers. On a fait des comparables avec des magasins plus ou moins comparables. C'est jamais 100% la même chose. C'est jamais 2 pommes. C'est toujours une pomme et une Ouais. poire. Mais ça reste que, bon, tu sais, c'est pas... Ouais. Il y a du comparable, mais le résultat était complètement différent. Ce magasin-là a fini le deuxième au Québec en chiffre d'affaires de la première année. Première année. OK. Et juste pour te dire, même des entreprises avec de l'expérience, même des entreprises implantées, Mhm. parfois, sur papier, la théorie et la pratique ne se rejoignent pas. Donc, au final, au fait, tu dois juste suivre ton plan, mettre des objectifs, bah, t'équiper, ça serait des objectifs qui sont directement alignés ou reliés à ton plan stratégique, là. Mhm. Et donc, ça serait tout ce qui dépasse ça, ça serait du bonus. Et ça prend la capacité d'ajustement. Tu vois, Mhm. dans mon exemple, en dedans de 3 jours, on a installé 3 caisses dans ce magasin-là Mhm. et on a passé de 3 caissiers à 6 caissiers et on a ajusté et on a coupé le line-up et on a géré les fils et on a réussi à avoir un flow de vente super intéressant puis donc une expérience là. Une expérience client qui était plaisante parce que les 2 premiers jours, l'expérience de client était affreuse. Ouais. OK? Mais ça serait c'est intéressant parce que pour ton exemple, est-ce que dans ce genre de situation-là, est-ce que tu as adapté aussi, j'imagine que tu as adapté ton budget, parce que ton budget n'est plus le même, là, de passer de 3 à 6 caissiers, ton budget de main-d'œuvre n'est plus le même, mais est-ce que tu as aussi adapté ton target, ton objectif de vente, là? Est-ce que ça, ou c'est resté le même qu'avec 3 caissiers?
Honnêtement, encore une fois, dans mon exemple, parce que c'était pas nécessairement une start-up, c'était un nouveau magasin dans une entreprise bien établie. Non, l'objectif restait le même parce que, tu sais, c'est lourd, là. Le temps que le siège social change les choses. Ouais, Donc, l'objectif. Mais par contre, mon budget, parce que là, j'étais devant, j'ai ouvert la valve. ouais. J'ai ouvert la valve. OK? J'ai fait rentrer euh, tous les employés que j'avais engagés à temps partiel. J'ai ouvert la valve. Tout le monde est rentré. Ah ouais, let's go. On remplit, on sert Uh-huh. Et ça nous a pris presque 2 mois, le temps que je commence à voir une belle courbe et de beaux patterns, Ouais. des business patterns, mes heures de pointe vraiment bien définies et tout ça. Ça a pris à peu près 2 mois pour créer une bonne idée, de comprendre vraiment comment mettre en place une équipe et une synergie d'équipe qui rend le magasin plaisant. Mhm. Et on y est arrivé, mais ça a pris quand même 2 mois. Là, ça aussi, c'est pas une question de... Parce que là, le mercredi et le jeudi et le vendredi ne sont pas la même chose nécessairement. Mhm. Puis tout à coup, 2 semaines plus tard, j'ai eu un vendredi de long week-end qui ne ressemblait pas du tout aux 2 autres vendredis d'avant lui. Donc, ça prend... Je comprends, Il ouais. y a plein de petits angles morts. Ouais. Puis là, ça prend un minimum de temps d'opération pour vraiment tout mettre ça dans une perspective et tout mettre ça dans une planification et comprendre vraiment un pattern, puis mettre en place. Mais oui, j'ai Mais dû... tout en jonglant aussi avec le day-to-day, parce que tu ne veux pas le temps que tu comprennes un petit peu la réalité du marché. Il ne faut pas non plus que tu offres un service qui n'est pas de qualité à tes clients, parce À que... 100%. Écoute, je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec mon boss dans le temps. Il m'avait appelé pour me dire, bah, pour discuter, là, comment ça va et tout ça, nanana, et je passe te voir aujourd'hui en après-midi, puis est-ce que tu as réglé telle chose et telle chose et telle chose? Puis là, dans la conversation, je lui dis, mais tu sais, je pensais pas que tu m'avais engagé comme pompier, parce que j'ai l'impression que j'éteins des feux toute la journée, et Mhm. je ne Ouais. suis pas gestionnaire, mais je suis pompier, puis effectivement, les choses sont parties d'une façon à ce que mes journées étaient rendues juste de coller des shots, comme on dit en bon français, là. Ouais. On Ouais. fait ça, on fait ça, on fait ça, on change ici, on s'adapte ici, on change, on fait rentrer telle personne, tatati, tatata, on ouvre les boîtes, on met ci, on met ça. C'était ça. Le temps que j'ai trouvé mon pattern et j'ai été capable de mettre en place une structure, puis les choses ont commencé à rouler. Puis honnêtement, il y avait des journées à 11h30, je ne savais plus quoi faire. Mon travail était fini. Parce que j'avais ma machine était maintenant En bien marche. en marche, bien huilée. Les engrenages étaient bons ensemble, puis ça roulait tout seul. Mais au début, c'était de l'éteindre de feu. Puis c'est un exemple, c'est un très bel exemple ce que j'ai donné, parce que c'est un exemple positif, mais il peut être l'inverse aussi, là. Mhm. Ouais. Il peut être l'inverse aussi. Il peut être qu'on a pensé qu'on va être capable de vendre une trentaine de pizzas par jour. Puis là, les 3 premières, 4 premières semaines, 5 premières semaines, on a vendu juste 6, 7, 8, 10. Puis là, c'est une autre façon de voir les choses. Ça serait de réévaluer, mais à la baisse. Effectivement. Exact. Si on parlait un peu des pièges, au fait, maintenant que les entrepreneurs, généralement, ont tendance à prendre, lorsqu'on démarre, ça serait quoi, à ton avis, les pièges à éviter? Honnêtement, la plupart des entrepreneurs, des gens qui se lancent en entreprise, la plupart du temps, tu sais, l'aspect financier quand même est l'un des plus gros challenges probablement. Puis, la plupart du temps, le plus gros piège que je trouve, c'est qu'ils portent tous les chapeaux ensemble parce qu'ils veulent sauver de l'argent. Parce qu'ils en ont pas tant, beaucoup. Mhm. OK? Puis, puis c'est une erreur parfois fatale. Mhm. Parfois fatale. La pensée que c'est moi qui va, je sais pas, on va dire un avocat qui se lance à son compte, OK? C'est moi qui va écrire les contrats. C'est moi qui va imprimer les contrats parce que j'ai pas d'adjointe. C'est moi qui va parler avec le client. C'est moi Mhm. qui va envoyer la facture. C'est moi qui va faire la collection. C'est moi qui va préparer la comptabilité pour les impôts. Et c'est moi qui passe le balai dans le bureau. Euh,
Mhm. Ben, peut-être pas. Peut-être que ce n'est pas une solution winner. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Quel est le focus de cette personne, de cet entrepreneur? Mhm. De vendre. Exact. Et il laisse tomber tout l'admin. Parce que son focus est la vente, le développement, le service à clientèle. Et il va s'investir à 800% dans ces aspects-là. Mhm. Mais il va se retrouver avec plein de problèmes au niveau de la comptabilité. C'est pas bien fait, etc. Ça va lui tirer du jus, au fait. Ça va tirer du jus ou créer des problématiques ou créer Mhm. des problèmes latents parfois. Puis c'est ça beaucoup de fois que les gens ne voient pas. Mhm. Parce ils ont tendance à couper les coins ronds, mais ils ne comprennent pas qu'ils viennent le sachant ou sans le savoir, Mhm. à se mettre un piège ou une petite bombe qui va exploser juste 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard. Je comprends. Je te donne un exemple. Nous avions des clients qui avaient incorporé une compagnie ensemble, etc. Et tout ça. Puis, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'argent, puis ils ne voulaient pas faire une convention entre actionnaires parce que ça coûte cher, etc., etc. Donc, ils ont tout passé ça. Mhm. Puis, malheureusement, 3 ans plus tard, il y a eu un décès parmi les partenaires. Puis, la conjointe de cette personne qui est décédée s'est présentée un jour dans l'entreprise pour dire, ah, moi, je remplace mon conjoint. Oups là. Il n'y avait rien qui est écrit, Et, Il y avait... euh, Waouh. on se comprend. Mhm. Puis, la personne est venue avec sa façon de faire, sa mentalité. Mhm. Puis ça peut changer tout. Ça peut changer tout. Mais ces 3 personnes n'avaient pas prévu ça. N'avaient pas de contrat, n'avaient pas de convention entre actionnaires, comme on dit. Parce que Ouais. justement, quand ils sont venus nous voir, puis on avait la discussion, on disait, ouais, mais quand on a parti l'entreprise, on avait juste 10 000 $ dans les poches, puis on n'avait pas les moyens, puis tu, tu vois, puis au moment même, ça a semblé normal, puis l'entreprise a démarré, hein. 3 ans plus tard, l'entreprise était bien. Mais ils étaient juste dans l'engrenage de la business, puis ont oublié qu'ils ont coupé des coins ronds il y a 3 ans. Puis, tu sais, on dirait on ne retourne pas en arrière pour remettre les bases. Parfois, quand on fait un Mhm. départ un peu tu sais, à la va-vite, là, on, et plus tard, si tout fonctionne bien, tout roule bien, on retourne pas en arrière. Jusqu'à temps que quelque chose arrive, Et c'est là on se rend compte qu'on n'a pas bien fait les choses. Mais effectivement. si j'ai à te challenger par rapport à quelque chose, est-ce que là, on a parlé d'accompagnement, d'experts dans des sujets bien spécifiques qui pourraient justement t'aider à bien mettre les bases. Mhm, Maintenant, en fait, ce que je vois avec l'intelligence artificielle, c'est mhm, que les gens, en fait, ils ont tendance à aller demander des informations à des sites comme ChatGPT ou un truc comme ça, et c'est ces sites-là qui vont leur donner, en fait, tout ce dont ils doivent être au courant par rapport à un sujet bien spécifique qui est hors de leur portée. Est-ce que c'est quelque chose que... Ça serait quoi ton point de vue par rapport à ce que peut t'amener un vrai professionnel du métier versus ces sites-là? Ouf. Honnêtement, je ne sais pas l'avenir de ces sites-là, mais je pense clairement que ces sites-là ne sont pas là où ils doivent être aujourd'hui. OK? Puis si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle elle-même a besoin d'apprendre, puis plus tu la grattes, plus elle va apprendre. Mais le problème que quand on tape un sujet, on ne sait juste pas si sur ce sujet, mon ami ordinateur est en première année primaire ou 5e année secondaire ou en maîtrise en université. On ne sait pas son degré d'apprentissage. Donc, on prend son débit tel quel, puis on vit avec, puis on pense que c'est la bonne réponse, Mhm. malgré que peut-être ce sujet n'est pas nécessairement un sujet très développé, ou bien développé, ou bien qui n'a pas les ressources nécessaires, ou bien. Et quand ça vient à du légal, à du fiscal, à du... Moi, là, commencer à se baser sur ChatGPT, je trouve ça, je vais le dire tel quel, cowboy, pas à peu près. OK? Ouais. Moi, baser le futur de mon entreprise, baser
vraiment un projet là, dans lequel je m'investis en long et en large. Je mets mes avoirs, mes connaissances, mon temps, ma famille. Je prends le stress nécessaire. Tout ça, basé tout ça sur une recherche ChatGPT, c'est Mhm. quand même rapide. Donc, tu recommandes. Sur certains aspects Mhm. qui sont peut-être importants, moins critiques, disons mon marketing, bon, je ne veux pas dépenser beaucoup d'argent. Peut-être au début, tu sais, je me fie un peu sur ça pour me faire des idées, pour guider ma réflexion. Oui, moi, je dis pas non. Je suis pas contre ni Mhm. la technologie, ni l'intelligence artificielle. Mais de là à dire que je vais gérer mon entreprise, moi, Mhm. je vais rédiger moi mes contrats avec ChatGPT. Je vais préparer moi-même ma campagne marketing pour l'année prochaine avec l'audiovisuel et tout ce qui vient avec, à l'aide de ChatGPT. Je vais faire mon réseautage, développer les gens et faire ce que j'ai besoin. Je vais bâtir moi-même mon équipe. Voyons donc, Mhm. voyons donc. Tu peux pas être. C'est pas réaliste. Même si Ouais. tu as un ChatGPT à côté de toi, c'est pas réaliste. Mhm. C'est pas réaliste. Entoure-toi des bonnes personnes. Fais-toi une équipe avec qui tu peux discuter, qui peuvent te donner des avis professionnels comme il faut. Peut-être ChatGPT est très intelligent, mais le professionnel, il connaît son métier à fond, si c'est un bon professionnel. Mhm. Puis, au pire, fais ta petite recherche, retourne valide. Mhm. C'est Excellent. c'est pas fou non plus, tu vois. Ouais. Mais au moins, avant de signer quoi que ce soit, avant de passer vraiment à l'acte, c'est pas grave. Je dépense un peu et je valide que je fais la bonne chose, que ma réflexion est bonne. Donc, en fait, si je résume bien, en fait, pour des choses, pour des applications, en fait, qui vont déterminer le futur de ta compagnie, vaut mieux faire affaire avec des professionnels, en fait, qui sont backés par un ordre, que justement juste faire confiance à ce que l'intelligence artificielle ou un site comme ChatGPT va te donner, ou même en fait des vidéos sur YouTube. Là. C'est la même chose en fait. C'est mieux d'avoir une personne réelle en face de toi qui a un ordre et qui a un portfolio, qui a de l'expérience. Là. Absolument. Puis je vais te dire une chose, il ne suffit pas d'avoir cette personne au moment même, parce que cette personne, tu vas en avoir besoin après aussi, Mhm. tu vois. Donc, disons ton avocat ou ton CPA, premièrement, les lois changent à une rapidité, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau légal, tellement vite Mhm. qu'avec les nouvelles jurisprudences et autres, qui dit que ChatGPT Et à jour. est à jour tout le temps? Ouais, Mais c'est tu sais, vrai. tu peux rentrer dans des places où tu n'as pas envie de rentrer, là. Encore une Mhm. fois, ChatGPT, c'est le fun, vraiment. Tu prends un livre, tu sais, tu n'as pas eu le temps de le lire au complet, tu vas Ça aller donne le chercher un résumé. résumé, ben ok, c'est le fun, c'est vraiment bien. Un sujet quelconque, parfois, au lieu de consulter 17 sites, il est en train de te faire une belle compilation pour te donner. Donc, oui, c'est un des outils de réflexion. Pour moi, Mhm. c'est un des outils de réflexion dans ta planification stratégique, peut-être. Il va t'aider, il va te sortir un peu de statistiques, etc., parce que ça te prendrait beaucoup plus de temps à faire ça. Mhm. Mais de là à dire, moi, à l'aide de ChatGPT, je mets en place ma planification fiscale, j'ai un peu de misère avec ça. OK. J'ai un peu de misère avec ça. Excellent, excellent. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là, du sujet. Un petit mot pour la fin, Rafi? Et je suis un passionné de l'entrepreneuriat. Euh, et ce que je veux dire pour la fin, c'est qu'il ne faut pas que les gens aient peur de l'entrepreneuriat. Honnêtement, déjà, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Et il y en a qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Mhm. Et je vais en mentionner un qui, je trouve, est très important aujourd'hui et qui est le reprenariat. Et ça, c'est quelque chose auquel beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne pensent pas. Il y a actuellement au Québec, on estime, au Québec seulement,
environ 60 000 entreprises qui n'ont pas de relève. Ah. C'est des entreprises existantes, hein. Mhm. Là, on parle d'autre chose, là. On a des chiffres, on a un local, on a quelque chose à évaluer, là. Mhm. Là, on n'est plus dans le, tu sais, tantôt comme on disait, théorie et papier. Non, là, on est devant le cas du magasin ou avec des statistiques et on peut sortir à travers le Mhm. logiciel de la caisse de quelle heure à quelle heure, combien de factures on a effectuées, puis minimalement qu'on est analytique, on peut sortir plein de choses. Mhm. Puis il y a 60 000 entreprises à peu près, c'est une estimation, il y a des gens qui parlent de 100 000, il y a des gens qui parlent de... En tout cas, donc je suis conservateur pareil là, dans mes chiffres, là. Donc, et pourquoi pas, c'est de l'entrepreneuriat. Mm. Si on trouve une entreprise euh, qui, dont l'expertise peut nous ressembler, et c'est qu'il ne faut pas non plus... moi, personnellement, je n'ouvrirai pas un resto burger demain matin. Là. C'est pas, c'est pas moi. Ça ne me Mhm. ressemble pas. Je n'ai pas l'expertise nécessaire. Probablement, Mhm. je vais échouer peut-être. Et, mais s'il y a des entreprises, si ces entreprises nous ressemblent, c'est un type d'entrepreneuriat beaucoup plus facile que l'entrepreneuriat au sens large dont on a discuté au début. Tu Je- vois? ouais. Donc, il il faut pas avoir peur de du fait que oui, dans 80% des cas, c'est un échec, etc., etc. L'entrepreneuriat peut parfois être plus simple. Il y a des façons plus simples pour sortir de, euh, de l'emploi et, et travailler à son compte. Et peut-être c'est pas fou en termes de learning curve. Et peut-être que ce peut être le pilier pour une deuxième entreprise, une troisième entreprise par après, et qui sait où est-ce qu'on peut arriver avec ça. Bah, ça pourrait être, en fait être un excellent sujet pour un projet, pour un nouvel épisode, là. Genre les reprenariats, ça serait quoi les financements qu'on peut aller chercher et tout ça. Donc, C'est un sujet en tant que tel, en fait. ouais, Il y a c'est... même des programmes d'immigration qui sont reliés à ça, spécifiques. Mhm. Donc, il y a du reprenariat pour des gens qui sont des Canadiens, des Québécois. Il y a du reprenariat pour des gens qui sont des étrangers. Mhm. Il y a des programmes assez importants. C'est un sujet C'est vaste. assez vaste et assez élaboré au Québec, effectivement. Parfait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Mais Euh, merci à toi. Écoute, c'était super plaisant. Comme d'habitude, nos petites conversations. ouais. C'était super. Merci beaucoup. Bah, merci tout le monde de nous avoir écoutés et à la prochaine.